bonsoir, c'est un vrai plaisir. Je tiens à remercier François, Anne, de m'avoir invité à cette conférence. Je suis médecin, biologiste. Mon métier, c'est de développer des vaccins depuis plus de 30 ans, depuis quelques jours d'ailleurs, à Sanofi Pasteur, recherche et développement. Donc la première slide, c'est dans un métier de développeur de vaccins, pour nous autres industriels, la première chose, c'est de se poser la question sur le poids de la maladie. Et effectivement, nous sommes face à une pandémie historique. Donc vous voyez les différentes vagues qui ont été présentées. Vous savez qu'en gros, nous sommes à 225 millions de cas et 4,6 morts, ce qui personne n'aurait pu prévoir puisque personne ne soupçonnait. J'ai travaillé moi-même au développement d'un vaccin contre le SARS-CoV-1. Initialement, fin décembre, début janvier 2020, on s'attendait plutôt à une évolution de ce type-là. Donc le professeur Lina vous a parlé des variants, c'est aussi très important pour nous, développeurs de vaccins, pour savoir si on développe un vaccin monovalent ou s'il y a ce qu'on appelle une protection croisée, une couverture des anticorps qui sont cross-neutralisants. Et effectivement, on est toujours surpris par l'apparition de ces clades, ces variants. Et vous voyez ici, la slide, ce sont des slides de l'Organisation mondiale de la santé, auxquels je tiens à rendre hommage, parce que dès début février 2020, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué l'ensemble des acteurs de la filière, non seulement public, ce qui est habituel, mais aussi privé, pour mettre en place un agenda de recherche stratégique dans lequel il y avait clairement établi l'épidémiologie, le diagnostic, le traitement, parce que le traitement des patients était évidemment très important, les vaccins et les thérapeutiques. Donc vous voyez qu'effectivement, comme l'a souligné le professeur Lina, le variant Delta est all over the place, comme on dit. Alors, pour nous autres développeurs de vaccins, la première question est quel antigène choisir? Donc là, on avait les choix, on avait une indication qui était la protéine de surface, qu'on connaissait sur le plan virologique, donc qui est ici représentée. Et c'est donc là où le virus va s'attacher. La neutralisation de cette protéine spike ou spicule va nous permettre donc, en espérant, de neutraliser le virus. Alors, toutes les approches de technologie vaccinale ont été tentées, puisque c'était une course de vitesse entre le virus. Je rappelle que ce n'est pas le vaccin qui fixe, c'est le virus qui fixe les données de la ligne d'arrivée et la vitesse. Et là, la vitesse était essentielle, puisqu'on devait avoir une réponse rapide, compte tenu de la propagation historique de l'épidémie. Et vous voyez qu'on a testé toutes les technologies existantes. Le RNA vaccine, qui à l'époque, quand on a commencé en 2020, on ne savait pas si ça marchait. Vous savez que les acides nucléiques au niveau vaccinal ont été un grand espoir dans les années 90-2000, et le DNA, et malheureusement cet espoir ne s'est jamais couronné de succès. On est arrivé alors avec des techniques compliquées d'électroporation, plusieurs centaines de milligrammes de vaccin DNA. Donc on se demandait, tout le monde se demandait si le RNA n'allait pas suivre le même sort. C'est pour ça qu'en termes de développement, nous avons choisi de développer une approche classique, donc sous-unitaire, à base de protéines, qui, on le sait, nécessitent un adjuvant puissant. Mais nous avons aussi, avec les accords avec une société, une biotechnologie américaine qui s'appelle Translate Bio, que nous avons acquis d'ailleurs mi-septembre de cette année, développé une approche mRNA nucléotide non modifiée. Parce qu'à l'époque, là aussi, il faut le savoir, qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait prendre comme RNA messager. Des nucléotides non modifiés, qui mimaient la nature, on avait une inclinaison à le prendre, et des nucléotides modifiés, avec la fameuse thymidine de Moderna et de BioNTech, qui s'est révélé finalement le ticket gagnant, puisqu'on ne savait pas la différence à l'époque quand on s'est embarqué dans les vaccins à type mRNA. Alors cette slide est une slide que j'aime bien, parce que c'est le fait, enfin, vous trouvez cette actualisation dans le New York Times. Elle synthétise l'effort énorme, considérable de toutes les sociétés vaccinales dans la course au développement d'un vaccin. Donc vous voyez que 53 vaccins sont toujours en termes de phase 1, 46 en phase 2, 35 en phase 3, 13 sont autorisés, et derrière, en dessous, vous avez l'ensemble des vaccins qui ont été autorisés. Donc évidemment, ce qu'on appelle le Pfizer-BioNTech, qui est un petit peu incorrect, parce qu'en fait, c'est le vaccin BioNTech. BioNTech a développé ce vaccin pendant 15 ans, sur la base d'un vaccin anti-cancer. C'est pour ça que quand la cible infectieuse est arrivée, toute la science, toute la qualité de la science, et c'est absolument formidable ce qu'a fait BioNTech, les scientifiques, évidemment, avec les subsides du gouvernement allemand en particulier. Et c'était une cible plus simple pour eux que la complexité du système immunitaire mise en cause dans le cancer. Donc c'est pour ça que quand on dit on a développé ces vaccins mRNA en un an, les anti-vax le disent souvent, c'est pas vrai, il y a 15 ans d'efforts derrière. Nous-mêmes, à côté à Marcy-l'Étoile, Pierre Melien avait développé les premières approches RNA vaccinales dans les années 2000. Donc vous voyez où on en est. Donc il y a deux mécanismes nouveaux. C'est un effort, le mot-clé dans le développement de vaccins, c'est le partenariat. Partenariat public-privé, partenariat privé-privé, partenariat public-public. Donc là, il y a des mécanismes réglementaires. L'accélération était aussi due non seulement à l'accélération des développeurs, mais à l'accélération des autorités de l'approbation réglementaire, avec deux mécanismes auxquels il était fait allusion,
l'Emergency Use Authorization, EUA, par la FDA, et le Conditional Marketing Authorization en Europe, donc par l'agence européenne, l'IMEA, qui a aussi fait la même chose. Donc c'est des vaccins qui sont développés. Actuellement, ils ont reçu l'approbation non seulement chez l'enfant à plus de 12 ans, c'est l'enfant pédiatrique, mais aussi la 3e dose. Et il y a eu un immense, le professeur Lina est au courant, un immense débat sur l'administration de la 3e dose qui a conduit à la démission des 2 chefs de la FDA américaine qui sont opposés à la politique de Joe Biden, qui voulait vacciner toute la population américaine pour la 3e dose. Et en fait, aujourd'hui, à ce jour, les données pointent qu'il y a une protection assez longue contre les formes sévères hospitalisées, voire les décès, une protection peut-être plus fugace pour les formes moyennes à modérées, donc les formes à type de syndrome grippal. Donc finalement, la FDA a tranché, a autorisé les vaccins mRNA pour les formes sévères à plus de 65 ans. Ce qui était la recommandation de l'OMS, parce que l'OMS est partie en campagne, et il y a eu d'ailleurs un débat de santé publique assez intéressant, puisque l'OMS ne voulait pas que les pays riches se vaccinent avec la 3e dose, ils préféraient en disant que ça donne un effet de vol pour les populations en voie de développement, les populations à faible revenu, qui pourraient bénéficier d'une immunisation primaire. J'y reviendrai. Donc vous voyez, et donc vous suivez l'actualité en direct, si je puis dire, avec l'ensemble des sociétés qui sont extrêmement nombreuses. Donc maintenant, il y a une pléthore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'habitude, en temps normal, l'industrie du vaccin développe 3 milliards de doses par an. Actuellement, on développe 1,5 milliard de doses par mois. À la fin de l'année, l'industrie de vaccins aura déployé 12 milliards de doses. On estime qu'en mi-2022, on aura déployé 24 milliards de doses, ce qui est absolument unique et sans précédent. Alors, il a été fait allusion pour nous autres, développeurs de vaccins, la question qu'on se pose, on a identifié notre antigène parce qu'on a des modèles animaux, parce qu'on sait que les coronavirus, les protéines de surface conduisent à l'attachement et donc la neutralisation de l'attachement conduit au contrôle de la maladie. C'est la relation entre le taux d'anticorps en général fonctionnel, neutralisant par un test de neutralisation in vitro, et la protection. Alors c'est un sujet extrêmement débattu. Quand vous êtes premier sur une maladie nouvelle, ce qui était le cas du SARS-CoV-2, il faut faire des études d'efficacité. Et si je puis dire, BioNTech a bénéficié, et Moderna, du fait que l'épidémie explosait, et donc ont pu faire dans des délais records une efficacité qui s'est avérée très élevée. Le premier communiqué de presse, vous le savez, à 95%. Elle est un peu moindre, effectivement, sur le variant Delta, qui est un peu plus infectieux, un peu plus méchant et moins facilement neutralisé. Mais vous voyez qu'il y a une corrélation très nette entre les taux d'anticorps neutralisants, c'est une publication qui est parue de Coury, les Australiens. Vous voyez les vaccins mRNA qui sont là, BioNTech, Moderna. Là, vous avez, comme au départ, on n'avait pas de test neutralisant standardisé pour comparer, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé des sérums de convalescence, c'est-à-dire des gens qui avaient survécu à la maladie, qui avaient tout d'anticorps qu'on estimait qui les avaient guéris, et on a rationalisé, harmonisé, minimisé, de façon à comparer ce sérum convalescent avec les sérums obtenus par un test de neutralisation in vitro. Donc vous voyez qu'après, si je puis dire, les vaccins adénovirus, donc le vaccin de Chimpandino d'AstraZeneca, qui est en fait celui de l'université d'Oxford, et l'adéno 26, qui est la technologie de Johnson & Johnson. Le vaccin, comme vous le savez peut-être, le vaccin Sputnik, le vaccin russe à Vladimir Poutine, est un vaccin qui a l'intelligence de combiner 2 adénovirus différents, puisqu'on entraîne l'adénovirus à l'inconvénient d'avoir une immunité, on est tous immunisés naturellement par les adénovirus. Donc ils ont pris l'adéno 26, ils l'ont fait suivre par un adéno 5 pour éviter une immunisation croisée. Un des rationnels du fait de la première dose du vaccin Johnson & Johnson, c'est qu'il y a une genèse d'immunité anti-vecteur. Il est plus difficile d'avoir une prise de la 2e dose. C'est pour ça d'ailleurs que l'ANSM recommande maintenant 2 doses de vaccin Johnson & Johnson. Donc, et finalement, en dessous, c'est le vaccin inactivé classique, le vaccin Coronavac, qui sans doute ne bénéficie pas avec l'hydroxyde d'aluminium d'un adjuvant assez puissant. Donc vous voyez un peu les challenges que nous avons en tant que développeurs de vaccins. Idéalement, pour les deuxièmes entrants, un corrélat de protection, on n'a pas de corrélat de protection reconnu par les autorités de santé. On a une association qui est assez claire, c'est-à-dire que si vous êtes en gros dans des anticorps neutralisants de type 1500 à 1000, vous pouvez être assuré d'avoir une immunogénicité pour le variant originel alpha de l'ordre de 80 à 90%. Par contre, si vous êtes dans une immunité comme les vaccins chinois ou le vaccin Sputnik, comprise entre 10 et 100, là vous êtes plutôt en 50 à 70%. Donc c'est un peu un guide pour nous de savoir, pour mesurer le degré d'efficacité attendu de nos vaccins.
Les limitations, c'est l'utilisation d'essais standardisés, donc en termes neutralisants, pour suivre, pour nous guider pour la réponse immunitaire. L'OMS et le NIBIC a mis en place des internal standards, des standards, des références internes qui vont permettre dans l'avenir de calibrer et de permettre de développer des vaccins améliorés, non plus enregistrés sur la base d'études d'efficacité randomisées en double aveugle, ce qui est le standard de tout vaccin pour montrer son efficacité, mais sur la base de corrélats d'immunité biologique, donc en l'occurrence un test neutralisation harmonisé. Alors, la question qu'on pose, parce que le vaccin mRNA était effectivement nouveau lors du déploiement unique, et maintenant on est quand même totalement rassuré, ce qui explique d'ailleurs les taux de couverture vaccinale de l'ordre de 85%, que nous avons en France chez les adultes, qui sont très élevés. Et vous voyez qu'en fait, c'est une cohorte israélienne qui a été faite sur plus de 885 000, près d'1 million de sujets suivis sur le vaccin BioNTech, puisque l'Israël a vacciné sa population avec le vaccin BioNTech Pfizer. Et vous voyez que l'excès, donc l'excès en bleu, la sensibilisation et la différence par rapport aux patients qui ont été infectés naturellement est tout à fait en faveur du vaccin. Donc là encore, que ce soit tous ces signes, les seuls peut-être les signaux que nous voyons, c'est pour les vaccins RNA, c'est le syndrome auto-immunitaire à type de myocardite chez l'enfant qui a été décrit ici. Alors on ne sait pas, c'est d'ailleurs une des craintes qu'avait manifesté Marco Cavalieri pour l'Agence européenne des médicaments. Si on augmente une troisième dose, en n'étant pas sûr d'avoir un bénéfice certain dans la protection contre la maladie, n'allons-nous pas créer une sensibilisation et l'apparition de ces événements secondaires? Donc le rapport bénéfice-risque pour le régulateur, évidemment, est essentiel à définir. Mais comme vous le savez, ces vaccins ont été actuellement autorisés pour une troisième dose. Donc très rassurant sur le profil de réactogénicité, sur le profil de tolérance de ces vaccins. Alors l'autre question, c'est la vaccination. Comme M. Mérieux le sait, ce n'est pas le vaccin qui sauve les vies, c'est la vaccination. Donc l'accès, la production sont des éléments essentiels. C'est d'ailleurs une des fiertés que nous avons dans notre groupe Sanofi Pasteur. Comme vous le savez, nous sommes un peu en retard sur les vaccins mRNA. Nous avons pris un peu de retard de l'ordre de quelques mois, mais quelques mois c'est très important dans une pandémie. Nous avons décidé de mettre à disposition notre outil de production pour manufacturer à Marcy-l'Étoile, donc c'est le vaccin Johnson & Johnson, à Bridgefield aux USA, le vaccin Moderna, et à Francfort, le vaccin BioNTech. Et nous allons délivrer 500 millions de doses de ces vaccins qui sont déjà licenciés, qui ne sont pas nos technologies, mais dans des accords de production. Et nous avons déjà libéré 30 millions de doses. Donc vous voyez que notre métier d'industriel de vaccin n'est pas seulement sur l'aspect développement, mais aussi sur l'aspect production. Donc vous voyez, c'est une slide que j'ai prise de Our World in Data, qui est accessible sur le net. Donc vous voyez que la France est très bien placée, puisqu'on est à quelque chose près, 4e ou 5e des Italiens. Le premier, évidemment, c'est des pays qui ont une population plus faible, ou le Chili et l'Espagne. Par contre, vous voyez, 45,6% de la population a reçu au moins une dose, 6,31 milliards de doses, je vous ai dit, 12 milliards à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'en gros, la population mondiale a reçu 3 doses par personne, mais il y a beaucoup de stocks aussi, et on essaye de mobiliser ces stocks pour vacciner les pays en voie de développement. Et vous voyez que la différence, c'est que c'est les pays, celui qui ont la part du lion, c'est les pays à haut revenu, évidemment l'Europe et les USA, les pays aussi en tranche moyenne revenu supérieure, et évidemment l'Afrique et les pays à très bas revenus sont très peu vaccinés, alors et c'est une des priorités évidemment de l'Organisation mondiale de la santé. Alors pour avoir un accès qui est équitable, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès à la vaccination, il y a eu des mécanismes, des partenariats public-public. Et en l'occurrence, COVAX a été l'organisme qui a été là pour s'assurer que la vaccination soit déployée dans le monde entier. Et COVAX, c'est l'union de Gavi, de CEPI et de l'OMS. D'accord ? Donc vous voyez ici, l'UNICEF joue un rôle aussi, de même que la Bill & Melinda Gates Foundation, qui n'a pas joué un rôle très important sur cette épidémie de façon concrète et opérationnelle. Donc vous voyez les objectifs de COVAX Manufacturing, donc d'augmenter la vaccination dans le tiers-monde, d'augmenter le supply, donc la disponibilité de doses, de maximaliser l'utilisation d'outils de capacité. Et d'ailleurs, récemment, une question nous a été posée, puisque avec l'augmentation du multidose et le fait que de plus en plus de pays, on voit des pays développés, on utilise l'unidose, et il risque d'avoir une pénurie de verre. Donc la question maintenant, le facteur limitant, ça ne va pas être les doses de vaccins qui vont être là, ça va être simplement le flaconnage. Le flaconnage est extrêmement important dans l'accès, comme vous le savez aussi, la thermostabilité. Et les vaccins mRNA, pour le moment, ils ne sont pas thermostables.
Il faut les garder à moins 20 degrés. Alors, ils ont une durée d'une semaine dans l'utilisation en centre de vaccination multiple, mais développer des formes thermostables de vaccins mRNA, et c'était certainement un enjeu pour nous, développeurs de vaccins. Donc, c'est l'union de tous ces organismes qui nous permettront de vacciner le monde entier. Alors, si je peux prendre le cas particulier qui me concerne directement, c'est-à-dire celui de Sanofi Pasteur, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, vous voyez, nous avons utilisé comme vaccin principal qui est en phase 3 actuellement, le vaccin à base de protéine S, avec un adjuvant puissant. Et cet adjuvant puissant, nous ne l'avons pas en interne. Et nous avons fait ce qui est assez peu banal dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie en général, c'est que nous avons fait alliance avec notre principal compétiteur, GlaxoSmithKline. Donc ils avaient l'ASO3, qui est un remarquable adjuvant pandémique. Nous avions l'antigène et nous avons décidé de faire une alliance en combinant les deux parce que nous avons des résultats in vitro précliniques qui nous montrent que c'est la meilleure combinaison. Deuxième facteur clé, le PDG Paul Hudson l'avait parlé, il avait été critiqué par la presse française, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle le BARDA, Biodefense Authority, Research and Development Authority, qui est un organisme américain qui permet de financer l'investissement de toutes les maladies émergentes infectieuses, aussi la résistance aux antibiotiques avec le Carbix, mais en particulier, et donc ce mécanisme était là. Et comme l'a dit Ursula von der Leyen, en juillet 2020, finalement, on se rend compte que si les USA ont des doses et des vaccins, c'est parce qu'ils ont ce mécanisme de partenariat public-privé. Donc c'est pour ça qu'en Europe, le 16 septembre, Ursula von der Leyen a annoncé que nous allons nous doter en Europe d'un mécanisme comparable, pas identique parce que les mécanismes financiers, budgétaires, de structure sont différents, mais qui s'appellera ERA, Health Emergency Response Authority, donc qui va nous permettre d'avoir un organisme qui pourra financer, préparer, être prêt en avance pour la prochaine réponse aux épidémies qui ne manquera pas d'arriver. Donc nous avons choisi le vaccin sous-unitaire, vaccin protéique, donc une technologie bien établie, puisque nous avons déjà commercialisé le vaccin sur la grippe avec plusieurs dizaines de millions de doses. Ce vaccin vient d'être d'ailleurs en grippe, qui s'appelle FluBlock, et Subemtech a été commercialisé en Europe à l'automne. Il sera déployé la saison prochaine. Donc nous connaissons bien ces technologies, nous savons comment la produire, et le régulateur sait comment l'autoriser. Et nous avons évidemment testé, alors c'est juste un résumé des différentes étapes que nous testons avant d'aller chez l'homme. Donc vous voyez la tolérance, l'apparition d'anticorps neutralisants, avoir une approche de la dose, l'effet de l'adjuvant. François y a fait allusion, l'immunité TH1, TH2. Vous savez peut-être qu'il y a, surtout si vous êtes dans l'école vétérinaire, l'alpha-coronavirus du chat entraîne une sensibilisation, c'est le modèle même de l'ADE, l'antibody dependent enhancement, c'est-à-dire qu'après une première infection, si on a une deuxième qui est inapparente, si on a une deuxième infection, il y a un décès massif des animaux, donc des chats. Donc la question s'était posée, et donc dans le premier agenda de recherche stratégique de l'OMS, la question s'était posée, ces vaccins vont-ils faciliter l'infection? Ben ça, on n'avait pas encore les réponses. Et c'est l'état de toutes les études cliniques qui a démontré qu'en fait, il n'y avait pas de facilitation d'injection, même sur les vaccins type inactivé, Sinovac, Sinopharm. Donc, c'est pour ça que d'avoir une réponse balancée TH1 cellulaire, TH2 humoral était essentiel pour caractériser notre vaccin dès le début. La protection avec évidemment des challenges chez l'animal. Donc, c'est ça qui nous a permis de rentrer en phase 1, en phase 1, 2, puis en phase 2. Donc, en phase 2, je vais présenter ici les résultats illustratifs. Donc la question se posait sur la dose à utiliser. Donc nous avons des doses d'adjuvant SO3 standard, qui est du squalène avec du tocopherol, donc c'est une solution huileuse, tout simplement. Et nous avons décidé d'utiliser la dose de 10 microgrammes avec la SO3, donc cet adjuvant propriétaire de GlaxoSmithKline, qui va être évalué dans l'étude de phase 3. Nous étions en retard, donc la question pouvait se poser. On a demandé aux autorités réglementaires, à l'EMA, à la FDA, est-ce que vous accepterez d'avoir un enregistrement basé sur un corrélat de protection ? La réponse était très claire, il n'y a pas de corrélat de protection. Il y a une association des indications, donc vous devez montrer-nous que vous ne pouvez pas satisfaire une étude d'efficacité pour la couverture vaccinale, et à ce moment-là, on pourra discuter. Mais d'emblée, on nous a demandé une étude randomisée en double aveugle, qui est évidemment très complexe, sur la base de ces très bons résultats, puisqu'on avait des résultats très élevés, qui sont comparables, en gros, au RNA messager. Donc on pouvait espérer. Alors, puisque, d'une certaine façon, on n'est pas en avance sur l'immunisation primaire, puisque, comme je vous l'ai dit, le taux de vaccinal est très élevé aux USA et en Europe, et il reste effectivement à améliorer dans les pays en voie de développement, nous sommes axés, dans la suite du développement, sur le booster, donc sur la réponse rappel, troisième dose. Et vous voyez ici le schéma, le design de l'étude très élégant que nous avons mis en place. Donc le premier bras
consiste à comparer la réponse booster, donc caractériser la réponse anamnestique, parce que la bonne nouvelle qu'on avait eue dans notre phase 2, c'est qu'il y a un certain nombre de volontaires sains qui a eu une infection inapparente, donc qui n'étaient pas naïfs. Et en fait, on a vu une réponse extraordinairement importante, voire d'un log supérieur, de l'ordre de 10 000 des anticorps neutralisants. Donc on s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser une dose plus faible, et c'est ce qu'on a recommandé. Donc on a utilisé demi-dose, 5 microgrammes, au lieu de 10 microgrammes. Et donc là, compte tenu de l'enjeu et de la circulation des variants et des différents clades que le professeur Lina a présenté, donc on s'est posé la question développer une formulation bivalente au lieu d'une formulation monovalente. Et donc nous avons décidé d'ajouter la souche qui était disponible, la souche sud-africaine, B1.351, donc la souche bêta. Et vous voyez que nous avons testé différents bras exploratoires qui consistent à diminuer la dose, 2,5 microgrammes, diminuer la dose d'ASO3, là encore dans l'idée de maximaliser le nombre de personnes vaccinées par ces doses boosters administrées. Et finalement, nous avons aussi comparé chez une population naïve qui va être compliquée à trouver, vous le savez, on a fait quelques essais en France, mais c'est surtout pour la population des gens qui sont primés, bivalent, monovalent versus D614 versus la souche B1.351, donc la souche bêta. Donc si nous ne sommes pas en avance sur la souche bêta, nous sommes plutôt en avance sur les lisages de vaccins combinés bivalents. Alors, comme je vous l'ai dit, on a décidé de faire une étude de phase 3 sur la base de ces excellents résultats de phase 2, qui sont comparables aux vaccins de référence. Donc, c'est des études randomisées, double aveugle, placebo-contrôle. Là encore, la question s'est posée. Est-ce qu'on pouvait faire un placebo, compte tenu de la couverture vaccinale, puisqu'il y a un standard de cas? Et en fait, l'OMS nous a dit, vous devez faire ces études dans les pays en voie de développement, donc en l'occurrence en Afrique, en Asie, en Amérique latine, c'est les pays qui ont peu de couverture vaccinale. Et il restera un bénéfice thérapeutique à faire ces études cliniques dans ces pays-là. Évidemment, sous réserve d'autorité réglementaire, puisque c'est l'autorité réglementaire, les ministères de la Santé qui décident au final si on peut réaliser ce type d'études ou pas. Donc vous voyez qu'il y a deux étapes. Une étape avec le vaccin monovalent et la SO3, une étape avec le vaccin bivalent, donc pour voir si on aura un bénéfice supplémentaire dans la couverture, dans la genèse des anticorps, du spectre d'anticorps neutralisants en utilisant le bivalent. Et nous allons faire plusieurs stratifications, les moins de 60 ans, les plus de 60 ans, le statut sérologique, puisque nous allons évidemment prendre des gens qui seront séropositifs, qui vont être asymptomatiques. Nous sommes en temps réel, nous mesurons donc ce taux de séropositif pour éviter qu'il n'y ait pas plus de 20% de la population qui soit séropositive. Et donc on mesure bien un effet priming, un effet d'efficacité primaire, et non pas un effet booster sur les gens qui ont été préalablement immunisés. Évidemment, les sites, c'est une étude qui ont beaucoup de pays d'Afrique, donc des pays compliqués, comme en tout cas pour faire des études cliniques de type randomisé double aveugle, avec les méthodes exigées par la FDA et l'agence européenne. Donc, mais les choses se déroulent plutôt bien. Alors en conclusion, je pense que, comme disent les anglo-saxons, le rebord d'argent du nuage de cette épidémie, c'est qu'on est allé extrêmement vite. On a validé une technologie vaccinale révolutionnaire qui est les RNA messagers, pour lequel nous, Sanofi Pasteur, investi de l'ordre de 400 millions d'euros, 400 personnes qui vont travailler là-dessus. Donc ça va être une révolution. On a complètement changé l'organisation de la façon dont nous, recherche et développement, travaillons, pour essayer d'être à l'heure, non pas du Covid-19, puisqu'il y a déjà 2 vaccins de référence pour mRNA, mais sur d'autres cibles, comme la grippe, comme le RSV, comme d'autres cibles plus hautes. Donc il y a un contexte de santé publique qui est très grand, et vraiment, tous les partenaires étaient autour de la table. Moi, je peux dire que je suis invité au ce qu'on appelle le WHO R&D Blueprint, et 2 fois par mois, on réunit tous les scientifiques, les développeurs privés, les développeurs publics, et on partage nos données, on partage l'avancée, et ça permet de booster dans un climat centré sur la santé publique les résultats que nous générons. Initialement, l'OMS, dès février, mars, avril, avait fixé la barre qui est de 50%. On ne savait pas à l'époque, rappelez-vous qu'on ne savait pas. On savait que si le vaccin était à moins de 50%, il n'aurait pas d'utilité santé publique. Évidemment, la bonne surprise, c'est qu'on a des vaccins qui sont à plus de 90%, mais non, un peu moins pour le variant Delta, avec un seuil minimal de 30%. Et évidemment, un thème cher à l'OMS que nous partageons à Sanofi, il faut être des résultats, il faut driver par l'équité. Et le fameux adage, personne n'est protégé si tout le monde n'est pas protégé. C'est comme un incendie, c'est pas parce que votre maison n'est pas en flamme. Si celle du voisin, celle de vos voisins est en flamme, il faut que tout le monde soit loin de cet incendie.
En ce qui nous concerne, alors si je puis terminer sur une note d'espoir, nous avons donc notre vaccin qui est en phase 3, dont les résultats vont être connus à la fin de l'année. Donc nous espérons satisfaisant. Évidemment, il faut toujours rester prudent, hein, je croise les doigts, parce qu'il y a un certain nombre de conditions que nous ne maîtrisons pas. Évidemment, le gros avantage de ce vaccin, c'est que nous maîtrisons ces technologies. Nous avons les circuits de production et d'accès, qui sont les deux piliers essentiels de la vaccination. Et évidemment aussi, l'avantage, c'est qu'il est stockable à la température du réfrigérateur par rapport aux autres qui sont plus fragiles et que nous pouvons rentrer dans une échelle de manufacture. Voilà, donc j'espère vous avoir brossé un tableau assez holistique, comme on dit, des enjeux du vaccin et de la vaccination. Je vous remercie.